Tanks speed the advance as a Polish town is about to fall. Germany had for years laid claim to parts of Poland's territory. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata en Europe, Patton observa à distance la destruction rapide de la Pologne et plus tard, l'effondrement de la France en 1940. Les rapports sur la guerre éclair allemande confirmèrent ce qu'il soupçonnait depuis des années. En combinant mobilité, surprise et commandement décidé, une armée pouvait submerger des ennemis numériquement supérieurs. La figure des généraux allemands commença alors à prendre pour lui un relief particulier. Il n'en connaissait pas encore précisément les noms, mais il comprenait que derrière chaque avancée des panzers se trouvaient des officiers formés dans une tradition opérationnelle rigoureuse, capables d'exploiter la moindre erreur de l'adversaire. Son respect reposait sur cette idée d'un professionnalisme froid et efficace qui contrastait avec l'indécision et la dispersion doctrinale qu'il percevait chez de nombreux commandants alliés. Après Pearl Harbor et l'entrée des États-Unis dans la guerre, Patton obtint enfin l'occasion de mettre ses propres idées à l'épreuve dans un théâtre d'opérations de plus grande envergure. En novembre 1942, il fut désigné pour commander la Western Task Force lors de l'opération Torch, le débarquement allié en Afrique du Nord. Ces troupes devaient occuper les côtes du Maroc, alors sous le contrôle du gouvernement de Vichy, tandis que des forces britanniques et américaines attaquaient l'Algérie. Bien que l'adversaire immédiat principal fût constitué d'unités françaises, Patton savait que derrière ce premier choc se trouvait le véritable rival, l'Afrika Korps allemand, avec sa réputation d'armée d'élite forgée dans les combats contre les Britanniques en Cyrénaïque. Le nom d'Erwin Rommel, le renard du désert, circulait déjà parmi les officiers alliés comme synonyme de général audacieux et créatif. Patton, qui avait étudié pendant des décennies des campagnes et des mémoires militaires, connaissait la carrière de Rommel pendant la Première Guerre mondiale et était au courant de son livre sur les tactiques d'infanterie. Il voyait en lui l'incarnation moderne des grands capitaines qu'il admirait. Un homme capable de combiner l'initiative sur le terrain avec une compréhension aiguë de l'effet moral de la surprise et de la vitesse. Bien que le régime qu'il servait lui fût répugnant, la performance professionnelle de Rommel et d'autres commandants allemands en Afrique lui paraissait digne de reconnaissance. La phase initiale de Torch mit à l'épreuve la capacité de Patton à coordonner des opérations amphibies complexes. Les débarquements à Casablanca et en d'autres points de la côte marocaine se déroulèrent au milieu d'une résistance irrégulière et de négociations politiques, avec des résultats acceptables, mais loin de la perfection. Pour lui, cependant, l'essentiel était que l'armée américaine acquiert de l'expérience dans les opérations combinées et se rapproche du secteur du front où combattaient les Allemands. Il voyait l'Afrique du Nord comme une école rude dans laquelle ces hommes devraient apprendre, au prix d'erreurs coûteuses, à affronter le type d'ennemi face auquel il valait la peine de mesurer la valeur d'une armée. L'affrontement le plus dur entre forces américaines et allemandes ne se produisit pas sous son commandement direct, mais en février 1943 au col de Kasserine, lorsque le 2e corps américain fut surpris et submergé par une offensive dirigée par Rommel et d'autres commandants de l'Axe. Le manque d'expérience, les déficiences du commandement et la dispersion des unités américaines se traduisirent par une retraite désordonnée. À distance, Patton interpréta cette défaite comme une confirmation brutale de la différence de niveau entre une armée encore verte et un adversaire qui savait exploiter chaque faiblesse. Pour lui, la responsabilité principale ne résidait pas dans la bravoure individuelle du soldat, mais dans la qualité du commandement. Peu après Kasserine, Patton fut appelé à prendre le commandement du 2e corps. Il arriva en Tunisie avec la mission explicite de rétablir la discipline, de réorganiser la chaîne de commandement et de transformer une force démoralisée en un instrument offensif. Son style fut immédiat et sans concession. Il renforça la discipline, imposa des règles strictes en matière d'uniforme, exigea une ponctualité absolue dans les mouvements et sanctionna sévèrement tout signe de désordre. À beaucoup, cela parut être un formalisme excessif sur un front actif, mais Patton voyait dans ces détails le fondement psychologique d'une armée capable de soutenir des affrontements avec un adversaire aussi organisé que l'Allemand. Dans ses ordres et ses conversations, il faisait fréquemment référence à la nécessité de s'aligner sur l'ennemi en matière de professionnalisme.
Il ne suffisait pas de disposer de davantage de matériel ou d'une économie plus puissante. Il était indispensable que les officiers et les soldats intériorisent une éthique de combat agressive fondée sur l'initiative et la confiance dans leur propre capacité à manœuvrer sous le feu. Patton admirait précisément cela chez les commandants nazis, la capacité à prendre des décisions rapides dans des conditions d'incertitude, en s'appuyant sur une formation doctrinale cohérente et sur un système qui déléguait l'autorité tactique vers le bas. Son objectif déclaré était de transformer le Deuxième Corps en une force qui, face aux Allemands, ne se contenterait pas de résister, mais serait capable d'imposer le rythme de la bataille. Les épreuves ne tardèrent pas à se présenter. Lors de la bataille d'El Guettar, en mars 1943, des unités américaines sous le commandement de Patton affrontèrent des forces blindées allemandes. Bien que la situation tactique différait des grandes batailles du désert livrées par Rommel contre les Britanniques, l'affrontement revêtit pour Patton une forte valeur symbolique. Ses troupes parvinrent à résister aux attaques blindées et à infliger des pertes significatives aux forces ennemies. À ses yeux, ce résultat démontrait qu'avec une direction appropriée et un moral rétabli, le soldat américain était parfaitement capable de combattre à égalité avec les divisions les plus renommées de l'Axe. Tout au long de la campagne de Tunisie, Patton suivit de près les mouvements de l'Afrika Korps et des unités auxiliaires allemandes. Il analysait leur déploiement, leurs tentatives de contre-attaque et la manière dont ils organisaient des retraites ordonnées afin de gagner du temps. Bien qu'il considérât que la situation stratégique allemande devenait de plus en plus difficile, il ne cessait de souligner l'habileté de leurs généraux à tirer le meilleur parti de ressources limitées. Cette appréciation renforçait son idée selon laquelle la qualité du commandement pouvait compenser, au moins partiellement, l'infériorité matérielle, à condition de maintenir la discipline, la flexibilité et le sens de la manœuvre. Le respect professionnel de Patton à l'égard des généraux nazis n'impliquait pas qu'il ignorât les erreurs qu'il observait également. Il constatait, par exemple, que l'obéissance aux ordres politiques venus de Berlin contraignait souvent les commandants allemands à tenir des positions intenables ou à lancer des offensives avec de faibles chances de succès. Mais même dans ces cas, il était impressionné par la capacité tactique des commandants à improviser des défenses, à organiser des réembarquements ou à concentrer des forces en des points critiques. Dans son analyse, la différence entre le commandement allemand et celui de nombreux alliés ne résidait pas seulement dans la doctrine, mais dans la volonté d'assumer des risques calculés et d'accepter des pertes à court terme afin d'obtenir des avantages opérationnels. L'invasion de la Sicile en juillet 1943 représenta pour Patton l'occasion de transposer l'expérience acquise en Afrique du Nord dans une campagne européenne d'une complexité politique et opérationnelle accrue. À la tête de la 7e armée américaine, il devait débarquer dans la partie occidentale de l'île, tandis que la 8e armée britannique de Bernard Montgomery le faisait dans le secteur oriental. Sur le papier, la coordination entre les deux commandements était essentielle pour encercler les forces de l'Axe et assurer une conquête rapide. En pratique, la rivalité personnelle et les différences doctrinales entre Patton et Montgomery marquèrent l'ensemble de l'opération. Patton estimait que la guerre devait être menée avec audace et rapidité en exploitant chaque occasion de déborder l'ennemi. Montgomery, au contraire, avait tendance à planifier des opérations plus méthodiques, appuyées sur une accumulation soigneuse des moyens. Dès le début de la campagne, l'avance britannique vers Messine fut ralentie par la résistance allemande et par un relief difficile, tandis que Patton cherchait des itinéraires alternatifs pour accélérer la chute de l'île. Dans ce contexte, l'action des commandements allemands en Sicile retint particulièrement son attention. À la différence de nombreuses unités italiennes qui faisaient preuve d'un moral hésitant et se désagrégèrent parfois sous la pression alliée, les forces allemandes déployées sur l'île conservèrent une cohésion remarquable. Sous la coordination de commandants tels qu'Albert Kesselring et des généraux à la tête des divisions blindées et d'infanterie, les Allemands organisèrent une défense flexible, fondée sur des positions retardatrices, des contre-attaques locales et une utilisation efficace du terrain. Pour Patton, habitué à apprécier la qualité d'une armée autant à son comportement en retraite qu'à ses performances offensives, la manière dont le commandement allemand cédait du terrain sans perdre l'ordre constituait une nouvelle preuve de sa compétence professionnelle. À mesure que la 7e armée consolidait ses têtes de pont et progressait vers l'intérieur, Patton commença à mener des mouvements qui dépassaient les plans initiaux.
Il s'empara de Palerme, capitale de la Sicile occidentale, avec une rapidité qui surprit même ses alliés. Cette avancée n'avait pas seulement une valeur propagandiste, mais obligeait également les commandements allemands à reconfigurer leurs lignes et à repenser leur route de retraite vers le nord-est. Patton observait comment, malgré la pression constante des Alliés et l'effondrement progressif de la structure militaire italienne, les unités allemandes continuaient d'exécuter des manœuvres ordonnées, se repliant vers des lignes plus défendables et utilisant le temps pour organiser l'évacuation vers la péninsule. La comparaison entre le comportement des Italiens et celui des Allemands renforça une conviction qui se formait en lui depuis la Grande Guerre. Toutes les armées ne possèdent pas la même culture professionnelle. Patton voyait dans le commandement allemand une insistance sur un entraînement rigoureux, la clarté des ordres et l'initiative des commandants subordonnés qu'il rencontrait rarement chez d'autres belligérants. Même lorsqu'il critiquait la subordination de ses généraux à un régime politique qu'il méprisait, il ne cessait de souligner, dans ses commentaires et ses journaux, le niveau d'efficacité qu'il continuait de manifester dans des conditions stratégiques de plus en plus défavorables. La rivalité avec Montgomery accentua ce contraste dans son esprit. Tandis que les Britanniques insistaient sur un axe principal d'avance le long de la côte orientale, se heurtant de front aux défenses allemandes autour de l'Etna, Patton opta pour une série d'avancées en éventail, utilisant des routes secondaires et exploitant la mobilité de ses forces motorisées. Cette attitude répondait à sa conviction que la meilleure façon d'affronter un ennemi doté de commandements compétents consistait à multiplier les menaces, à l'obliger à disperser ses ressources et à réagir à un rythme imposé de l'extérieur. D'une certaine manière, il admirait le fait que les forces allemandes parvinssent encore à obtenir des retards significatifs, malgré la pression exercée par deux fronts alliés. Néanmoins, la campagne de Sicile révéla également les zones d'ombre du caractère de Patton. Des incidents tels que les gifles infligées à des soldats hospitalisés pour épuisement ou traumatisme de combat mirent en lumière une conception intransigeante et brutale du devoir. Pour lui, le soldat idéal devait supporter la peur et la fatigue avec la même dureté que celle avec laquelle les officiers allemands avaient enduré des situations extrêmes sur le front de l'Est ou en Afrique du Nord. Cette exigence, qu'il considérait applicable à tous, l'empêcha dans un premier temps de comprendre la nature du traumatisme psychologique de la guerre. La réaction négative de l'opinion publique et du haut commandement américain après la révélation de l'incident affaiblit sa position politique sans toutefois entamer son prestige strictement militaire. Alors que les commandants allemands, conscients de l'impossibilité de maintenir l'île indéfiniment, organisaient une évacuation massive de troupes et de matériel vers la Calabre, Patton suivait l'opération avec intérêt. Malgré la supériorité aérienne et navale alliée, des dizaines de milliers de soldats allemands réussirent à traverser le détroit de Messine. Pour un observateur comme lui, ce retrait ordonné sous le feu confirmait les capacités de planification et de contrôle du haut commandement allemand. Il ne s'agissait pas d'une retraite chaotique, mais d'une manœuvre calculée pour préserver le noyau professionnel d'une armée qui continuerait à combattre en Italie et, par la suite, sur d'autres fronts. La conquête finale de Messine, en août 1943, mit fin à la campagne de Sicile. Britanniques et Américains arrivèrent presque simultanément dans la ville, alimentant la rivalité de prestige entre Montgomery et Patton. Ce dernier estimait que ces manœuvres avaient été plus audacieuses et rapides que celles de l'allié britannique et que son style offensif se rapprochait davantage de celui des meilleurs généraux allemands qu'il avait tant étudiés. Selon son évaluation, la guerre moderne récompensait les commandants qui osaient prendre des risques calculés, exploiter des opportunités éphémères et se déplacer rapidement avant que l'ennemi ne puisse se réorganiser. Après la campagne de Sicile, Patton fut temporairement mis à l'écart du premier plan opérationnel à cause du scandale des gifles. La décision répondait à la fois à des considérations politiques et à la nécessité de préserver l'image publique de l'armée américaine. Pour lui, cette pause fut une humiliation, mais aussi une occasion de réfléchir à ce qui s'était passé et de continuer à analyser le comportement de ses adversaires allemands sur d'autres fronts. Il continua à étudier les rapports et résumés de renseignements sur les opérations en Italie et sur le front oriental, renforçant sa perception selon laquelle le commandement allemand, même en retraite, conservait une cohérence professionnelle qui le distinguait. La réputation de Patton comme commandant agressif et efficace, cependant, ne disparut pas. Au sein du haut commandement allié, il était toujours considéré comme une arme de grande puissance qui, bien utilisée, pouvait jouer un rôle décisif dans les opérations futures.
La nécessité de planifier un débarquement à grande échelle en France remit son nom au centre des débats. Sur la base de son expérience en Afrique et en Sicile et de sa compréhension de la manière dont les généraux allemands pensaient et réagissaient, les planificateurs estimèrent qu'il pouvait jouer un rôle clé dans la tromperie stratégique précédant l'invasion du nord-ouest de l'Europe et plus tard dans les opérations d'exploitation après le débarquement. Au Royaume-Uni, au début de 1944, Patton devint une pièce centrale d'une opération de tromperie stratégique soigneusement conçue. Alors que le haut commandement allié préparait le débarquement en Normandie, les services de renseignement comptaient sur la réputation de Patton comme commandant agressif pour influencer les évaluations du commandement allemand. On lui assigna donc le commandement nominal d'un prétendu First US Army Group, une formation largement fictive déployée dans le sud-est de l'Angleterre face au détroit de Douvres. Les Allemands, suivant leurs propres rapports et préjugés, jugeaient logique que le général américain le plus offensif mène le principal coup de l'invasion et concentrèrent leurs attentes sur un éventuel débarquement dans la région de Calais. Patton savait que sa simple présence servait de leurre et comprenait que sa réputation parmi les Allemands était une ressource opérationnelle. Pour un homme habitué à mesurer la valeur des généraux par leur capacité à influencer le champ de bataille, il était significatif que l'état-major allemand le considère comme l'adversaire le plus dangereux. D'une certaine manière, cette évaluation externe renforçait son respect pour les officiers allemands, car elle impliquait qu'ils étaient capables d'identifier clairement quel type de commandant représentait une véritable menace. Le renseignement allemand, interprétant des signaux délibérément manipulés, continua d'attribuer à Patton le commandement du prétendu groupe d'armées, même après le véritable débarquement en Normandie. Le 6 juin 1944, alors que les troupes alliées débarquaient sur les plages normandes, Patton ne participa pas directement à l'assaut initial. Son rôle principal durant ces premières semaines fut de maintenir l'illusion que l'effort principal était encore à venir, supposément sous sa conduite, dans une autre zone de la côte française. Ce n'est qu'une fois les têtes de pont en Normandie solidement sécurisées, à la fin juillet, que le 3e armée fut officiellement activée sous son commandement. À partir de ce moment, Patton passa de l'heure à l'un des instruments principaux de l'exploitation terrestre du succès allié. Le 3e armée entra en combat dans le cadre de l'opération Cobra, l'offensive visant à percer le front allemand dans le secteur occidental de la Normandie. Après un bombardement aérien massif, les défenses allemandes furent désorganisées et Patton reçut pour mission de pénétrer la brèche et d'exploiter la rupture avec un maximum de dynamisme. Pour lui, c'était précisément le type de situation où se mesure la valeur d'un commandant. Un ennemi encore dangereux mais désorienté, et un espace opérationnel ouvert aux manœuvres profondes. Il savait que de l'autre côté de la ligne se trouvait un corps d'officiers entraînés à réagir rapidement, concentrer des réserves et organiser des contre-attaques. Son objectif était de se déplacer plus vite que le commandement allemand ne pouvait réagir. À mesure que ses divisions blindées et d'infanterie avançaient à l'intérieur de la France, Patton insistait pour maintenir un rythme susceptible de surprendre l'ennemi. Il ordonnait des marches prolongées, des changements de direction inattendus et des attaques sur les flancs des formations allemandes en retraite. Les rapports de renseignement indiquaient que les commandements allemands rencontraient de sérieuses difficultés à stabiliser une ligne cohérente, non par manque de capacité technique, mais à cause de la pression constante exercée sur leurs points d'appui. Dans ses commentaires, Patton soulignait que le soldat allemand continuait à combattre avec discipline et que nombre de ses généraux essayaient encore de manœuvrer habilement, même lorsque la situation stratégique devenait de plus en plus défavorable. L'encerclement partiel des forces allemandes dans la poche de Falaise illustrait bien cette tension. Alors que les Alliés tentèrent de refermer le cercle, le commandement allemand cherchait à organiser un retrait ordonné vers l'Est, combinant attaques de diversion et efforts désespérés pour maintenir ouverts les corridors. Patton observait que, malgré le chaos et les pertes, la capacité de coordination allemande ne se désintégrait pas complètement. Cette résistance lui confirmait qu'il faisait face à un adversaire dont la compétence professionnelle n'avait pas été détruite par les défaites accumulées. À son avis, cette qualité augmentait le mérite de chaque avancée réalisée par ses propres troupes. Après Falaise, le front allemand en France s'effondra, ouvrant la voie vers la Seine et au-delà. Le 3e armée mena l'une des offensives les plus rapides de la guerre sur le front occidental.
En quelques semaines seulement, Patton conduisit ses forces à travers de vastes zones de la France, libérant des villes et franchissant des rivières à une vitesse qui dépassait souvent les plans logistiques. L'avance reposait sur la combinaison de colonnes motorisées, de reconnaissances agressives et de décisions opérationnelles prises rapidement. Patton voyait dans cette forme de guerre le reflet des meilleures campagnes allemandes de 1939 à 1941, mais désormais exécutées du côté allié. Dans ses observations, il ne manquait pas de souligner la qualité tactique de l'ennemi. En traversant certaines régions, il rencontrait des positions défensives improvisées mais bien choisies, des embuscades d'unités de repli et des contre-attaques locales qui, bien qu'insuffisantes pour arrêter l'avance générale, démontraient que les commandants allemands continuaient à appliquer des principes solides dans l'utilisation du terrain et du temps. Pour Patton, le fait qu'une armée en retraite continue de combattre avec une telle cohérence constituait une preuve supplémentaire de la solidité de sa tradition professionnelle. Il répétait à ses subordonnés qu'ils ne devaient pas sous-estimer l'adversaire, précisément parce que les erreurs commises face à un commandement compétent étaient rapidement sanctionnées. Pendant cette période, il exprima, dans ses conversations et écrits, sa conviction que le soldat allemand était, en tant que combattant, le meilleur qu'ils aient affronté. Il ne faisait pas seulement référence au courage individuel, mais à la combinaison de discipline, d'entraînement et de capacité à soutenir des actions défensives complexes. Il étendait cette évaluation à de nombreux généraux allemands, qu'il considérait comme issus d'une école militaire caractérisée depuis l'époque prussienne par la rigueur de la formation et l'exigence d'étudier les campagnes historiques. Cette admiration n'impliquait pas d'ignorer l'obéissance de ses commandants à un régime criminel, mais Patton avait tendance à séparer, dans son analyse, la qualité technique de l'officier de la responsabilité politique de l'État qu'il servait. La rapidité de l'avance du 3e armée créa toutefois de nouveaux problèmes. Les lignes de ravitaillement furent étirées à l'extrême. La capacité des ports et du réseau routier à soutenir le flux de carburant, de munitions et de pièces de rechange s'avéra insuffisante. Patton insistait sur le fait que, tant que l'ennemi se repliait dans un désordre relatif, c'était le moment de pousser le mouvement au maximum, sans lui laisser le temps de se réorganiser à la frontière allemande. Mais le haut commandement allié devait répartir les ressources entre plusieurs groupes d'armées, et les priorités logistiques ne coïncidèrent pas toujours avec ses souhaits opérationnels. Malgré ces contraintes, le 3e armée parvint à franchir la Moselle et à s'approcher de la ligne de la Sarre, pénétrant déjà dans des territoires considérés comme allemands. À ce stade, la résistance allemande devint plus opiniâtre, appuyée par des ouvrages fortifiés et une connaissance détaillée du terrain. Patton continuait à reconnaître chez ses adversaires des traits qu'il considérait caractéristiques des meilleurs généraux. Capacité d'improvisation, utilisation intelligente des réserves locales et emploi d'obstacles naturels et artificiels pour multiplier l'efficacité défensive. La différence était que ces ressources étaient désormais appliquées depuis une position stratégique clairement inférieure. L'offensive allemande dans les Ardennes, lancée en décembre 1944, surprit le haut commandement allié par son ampleur, mais pas Patton quant à l'esprit qui la guidait. Depuis sa position à la tête du 3e armée, il avait insisté sur le fait que l'adversaire restait capable de manœuvres audacieuses, même en situation d'infériorité stratégique. Lorsque les forces allemandes pénétrèrent dans le secteur peu défendu du front américain, créant un profond coin vers l'ouest, Patton interpréta l'attaque comme une nouvelle démonstration du caractère offensif des généraux allemands qui préféraient risquer un coup décisif plutôt que de se résoudre à une retraite lente et purement défensive. Le 19 décembre 1944, une célèbre conférence eut lieu à Verdun, où Dwight D. Eisenhower réunit les principaux commandants alliés du front occidental. Alors que la situation était analysée et que les réponses possibles étaient débattues, Patton déclara qu'il pouvait tourner une partie significative du 3e armée vers le nord en très peu de temps pour secourir le secteur menacé, en particulier la ville de Bastogne, où les unités américaines étaient encerclées. Sa proposition surprit par la rapidité promise. Il avait déjà ordonné à ses états-majors de préparer des plans de rotation dans différentes directions en cas d'offensive allemande, précisément parce qu'il jugeait probable que l'ennemi tenterait un coup rapide dans un secteur considéré comme secondaire. La manœuvre qui suivit devint l'un des mouvements les plus commentés de la guerre. Sur des routes glacées et encombrées, les unités du 3e armée pivotèrent de près de 90 degrés depuis leur axe initial en Lorraine pour se diriger vers le nord.
La coordination des marches, des approvisionnements et des communications nécessita un effort considérable de commandement et d'organisation. Patton voyait dans cette opération un moyen de démontrer que l'armée américaine pouvait réagir avec une flexibilité et une rapidité comparables à celles qu'il avait lui-même admirées lors des campagnes éclairs allemandes des premières années de guerre. Pendant ce temps, l'offensive allemande, dirigée par des commandants tels que Hasso von Manteuffel et Sepp Dietrich, sous la supervision de hauts officiers comme Gerd von Rundstedt, montra à la fois les capacités et les limites du haut commandement allemand. Patton reconnaissait que le choix du terrain répondait à une logique de surprise et de camouflage, exploitant un secteur du front considéré comme improbable pour une grande offensive. Cependant, il constatait également que l'opération dépendait d'un succès rapide et de la capture de ponts clés, ce qui, en cas de retard, la rendait vulnérable à des contre-attaques bien coordonnées. L'arrivée des unités du 3e armée à proximité de Bastogne dans les derniers jours de décembre fut le résultat de cette manœuvre de rotation. La ville, défendue principalement par la 101e division aéroportée et d'autres éléments américains, avait résisté au siège allemand malgré de lourds bombardements et des conditions météorologiques défavorables. Patton ordonna des attaques continues pour ouvrir un corridor vers la garnison. Le 26 décembre, des éléments du 3e armée établirent le contact avec les forces encerclées, rétablissant la communication terrestre. Pour Patton, cette opération confirmait que la combinaison de planification anticipée, de commandement décisif et de capacité de mouvement pouvait neutraliser même une offensive conçue par des généraux allemands expérimentés. Dans ses évaluations ultérieures, Patton reconnut que l'ennemi avait une fois de plus fait preuve d'une compétence tactique considérable. Les attaques sur Bastogne, l'utilisation du relief pour canaliser les mouvements alliés et les efforts pour exploiter la confusion initiale reflétaient, selon lui, la même tradition professionnelle qu'il observait depuis le début de la guerre. Cependant, il soulignait également les effets négatifs de l'ingérence politique d'Adolf Hitler dans la conduite de la campagne. Des objectifs trop ambitieux, la sous-estimation de la capacité logistique allemande et la rigidité dans l'exécution des plans contribuèrent à l'échec final de l'offensive. Après la stabilisation du front des Ardennes et le retrait allemand, le 3e armée reprit son avancée vers l'Est. Au début de 1945, les unités de Patton franchirent la Sarre et affrontèrent les dernières défenses organisées de la ligne occidentale du Reich. La résistance allemande, bien qu'affaiblie par la perte de réserves et de carburant, restait intense dans de nombreux secteurs. Pour Patton, chaque position défendue, chaque contre-attaque locale était une nouvelle confirmation de la ténacité du soldat allemand et de la capacité de ses commandants à organiser des défenses improvisées, même dans des circonstances clairement défavorables. En mars 1945, le 3e armée atteignit le Rhin, la barrière naturelle la plus importante avant le cœur de l'Allemagne. Alors que d'autres formations alliées consolidaient des têtes de pont dans des zones comme Remagen, Patton ordonna une série de traversées rapides dans le secteur d'Oppenheim. L'opération, réalisée avec des moyens amphibies légers et profitant de l'effet de surprise, permit d'établir des têtes de pont au sud de Mayence avec moins de résistance que prévu. Une fois de plus, l'accent était mis sur la rapidité et sur l'exploitation immédiate du succès, suivant les principes de la guerre de mouvement qu'il associait aux meilleures traditions de l'école allemande, mais désormais appliquées par ses propres troupes sur le territoire du Reich. À mesure que les forces du 3e armée pénétraient plus profondément en Allemagne, elles commencèrent à rencontrer des installations du système de camps de concentration nazi. L'un des premiers à tomber sous la juridiction de Patton fut le camp d'Ohrdruf, un sous-camp de Buchenwald, découvert en avril 1945. Les conditions que les troupes américaines y trouvèrent eurent un impact profond sur les commandants alliés. Patton visita personnellement le site et sa réaction, décrite dans les témoignages et les journaux, fut d'une répulsion physique évidente. Face à ce tableau, il ordonna que des officiers allemands capturés et des civils de la région soient conduits au camp pour constater directement les conséquences du régime auquel ils avaient servi ou toléré. Pour un homme qui séparait depuis des années mentalement le professionnalisme militaire du contenu idéologique du nazisme, la vision concrète d'un centre d'extermination et de travail forcé représentait un défi évident. Les généraux et officiers allemands qu'il avait admirés pour leurs compétences apparaissaient désormais directement ou indirectement liés à un système de violence massive qui dépassait toute catégorie de guerre conventionnelle.
Néanmoins, dans ses commentaires ultérieurs, Patton continua de distinguer les niveaux de responsabilité. Il considérait que de nombreux soldats et officiers subalternes avaient obéi aux ordres sans connaître pleinement l'étendue des crimes, et il maintenait un certain respect pour leur comportement au combat. Son jugement sur les commandants supérieurs était plus ambigu. D'une part, il reconnaissait leur capacité technique. D'autre part, il avait du mal à concilier cette capacité avec la réalité des camps découverts. L'impact d'Ordruff et d'autres lieux similaires fut, en tout cas, un tournant dans sa perception de l'ennemi, en introduisant une dimension morale qui ne pouvait être ignorée. Chapitre 4. Fin de la guerre et administration respectueuse de Patton. Après la fin des combats en Europe, le 3e armée est passé d'une force offensive à un outil d'occupation et d'administration. À la mi-1945, Patton assumait un double rôle, commandant du 3e armée et plus haute autorité militaire en Bavière, la région du sud de l'Allemagne la plus fortement associée au national-socialisme. Ces nouvelles responsabilités avaient peu à voir avec les manœuvres rapides et les frappes blindées qui avaient défini sa carrière. Il devait garantir l'ordre public, gérer des millions de déplacés, réorganiser les infrastructures de base et appliquer les directives alliées concernant la démilitarisation et la dénazification de la société allemande. Les ordres généraux provenaient du quartier général du théâtre européen et de l'autorité politique américaine sous la présidence de Harry S. Truman. Des documents tels que la directive JCS 1067 établissaient que les forces d'occupation devaient traiter l'Allemagne non pas comme un allié potentiel, mais comme un pays vaincu et responsable d'une guerre d'agression. Il était ordonné de démanteler son potentiel militaire, d'empêcher la reconstruction des structures nazies et d'écarter des fonctions publiques ceux qui avaient activement collaboré avec le régime. Patton, habitué à évaluer les personnes et les organisations en termes d'efficacité militaire, considérait avec méfiance l'interprétation la plus rigide de ces ordres. En Bavière, la réalité administrative se heurta directement aux instructions théoriques. La majorité des fonctionnaires, juges, policiers et techniciens municipaux avaient été membres du parti nazi ou d'organisations affiliées. Les exclure tous aurait, en pratique, paralysé complètement la vie civile. Patton jugeait cela contre-productif. Il avait besoin que les trains circulent, que l'eau arrive dans les villes et que les bureaux de rationnement fonctionnent. Il permit donc à de nombreux fonctionnaires ayant un passé nazi de rester en poste ou d'être rapidement réhabilités à condition qu'ils ne soient pas directement impliqués dans des crimes violents. À ses yeux, ils étaient avant tout des professionnels nécessaires au maintien de la structure de base de la société. Cette attitude s'étendait également à son traitement des officiers de la Wehrmacht prisonniers ou internés. Patton visitait fréquemment les camps où étaient détenus généraux et colonels allemands, conversait avec eux sur les campagnes, les manœuvres et les décisions tactiques, et les interrogeait non seulement en tant qu'ennemis vaincus, mais comme collègues professionnels. Beaucoup de ces officiers venaient de l'ancienne école militaire prussienne, formée avant l'ascension du nazisme, et partageaient avec lui une vision de la guerre comme art technique et métier à vie. Cette convergence de perspectives permit à Patton de maintenir un ton respectueux et parfois cordial avec des généraux qui avaient combattu férocement contre ses propres troupes. Sa distinction entre soldats professionnels et politiciens nazis devint de plus en plus nette. Patton avait tendance à considérer la Wehrmacht comme une institution essentiellement militaire, seulement partiellement contaminée par l'idéologie du régime, et réservait sa condamnation la plus sévère aux SS et aux organismes directement impliqués dans la répression et le génocide. Cette séparation mentale le conduisait à affirmer que de nombreux militaires avaient adhéré au parti nazi sous pression sociale ou pour préserver leur carrière, de manière similaire à ce que faisaient aux États-Unis certains fonctionnaires et élus en rejoignant le Parti démocrate ou républicain pour des raisons professionnelles. Cette analogie, qui lui semblait une simple description pragmatique, fut interprétée à Washington et dans la presse comme une banalisation intolérable du nazisme. Le conflit s'intensifia lorsque des civils américains, journalistes et représentants d'autres agences occupèrent des postes dans l'administration d'après-guerre. Le bureau du gouvernement militaire des États-Unis en Allemagne, sous des personnalités comme Lucius Dickley, exerçait une pression pour appliquer des critères stricts de dénazification. Patton, en revanche, donnait la priorité à la rapidité de rétablissement de l'ordre et de l'économie. Il annulait souvent les décisions des commissions de dénazification lorsqu'il estimait que l'on agissait avec un formalisme excessif et réintégrait dans leur poste des fonctionnaires dont il jugeait la compétence indispensable.
Dans des notes et conversations privées, il se plaignait que l'on cherchait à gouverner l'Allemagne avec des théoriciens qui ne comprenaient pas la réalité sur le terrain. Les tensions internes se diffusèrent rapidement dans l'opinion publique. La presse américaine rapporta des déclarations et commentaires de Patton qui, sortis de leur contexte, semblaient indulgents envers d'anciens nazis. Des interviews dans lesquelles il nuançait la responsabilité de certains fonctionnaires ou insistait sur le fait que le véritable danger futur était l'Union soviétique furent interprétées comme une preuve qu'il plaçait les considérations géopolitiques au-dessus de la punition du régime vaincu. Ces années de respect professionnel envers les généraux allemands furent, aux yeux de beaucoup, confondues avec des sympathies politiques qu'ils n'avaient jamais revendiquées ouvertement. Parallèlement, Patton continuait à exprimer en privé son admiration pour la compétence technique de nombreux de ses officiers. Dans ses journaux, il notait des impressions sur la manière dont certains généraux allemands avaient organisé des défenses ou des retraites dans les derniers mois de la guerre et n'hésitait pas à les qualifier de grands soldats, même en sachant parfaitement qu'ils avaient servi un État responsable de crimes de masse. Son incapacité ou son absence de volonté à intégrer pleinement cette dimension morale dans son évaluation professionnelle fut l'un des aspects les plus controversés de son comportement dans l'immédiat après-guerre. Les frictions avec la chaîne de commandement alliée sont devenues plus visibles durant l'été 1945. Dwight D. Eisenhower, désormais commandant suprême en Europe occupée, recevait des rapports constants sur la politique de Patton en Bavière, ses déclarations ambiguës et ses frictions avec les responsables civils. Eisenhower, qui appréciait ses capacités de chef sur le terrain, comprenait également que la phase d'occupation nécessitait d'autres qualités: sensibilité politique, capacité de coordination avec les Alliés et respect strict des directives adoptées au plus haut niveau. Le refus répété de Patton de s'adapter pleinement à ce nouveau contexte pesait de plus en plus sur les délibérations concernant son avenir. Le point critique est survenu avec une série de déclarations aux journalistes en septembre 1945. Lors de l'une de ses interviews, Patton a réitéré la comparaison entre l'adhésion au parti nazi et l'appartenance au parti traditionnel américain, affirmant qu'il ne voyait pas l'intérêt d'exclure de l'administration tous les anciens membres du parti nazi, si ceux-ci étaient techniquement compétents et n'avaient pas commis de crimes spécifiques. La publication de ces propos a déclenché une vague de critiques dans la presse et au Congrès. Pour de nombreux observateurs, cela semblait constituer une défense ouverte de personnes ayant soutenu la machine du Troisième Reich. Pour Patton, c'était simplement la constatation qu'un pays ne pouvait pas être gouverné sans recourir à ses cadres administratifs, même s'ils étaient remarqués par le passé. Sous la pression politique, Eisenhower a décidé qu'il ne pouvait pas maintenir Patton à la tête de la Bavière ni à la tête d'une grande force opérationnelle au cœur de l'Allemagne. La combinaison de sa longue carrière, marquée par le respect professionnel envers les généraux allemands, son approche pragmatique de la dénazification et ses déclarations imprudentes faisaient de lui une figure difficile à maintenir dans un poste de haute visibilité politique. En octobre 1945, il fut relevé du commandement du 3e armée et de la gouvernance militaire de la Bavière et affecté au commandement de la 15e armée, dont la mission était très différente de celle qu'il associait à son identité professionnelle. Ce n'était pas une grande force de combat, mais une structure chargée en grande partie de collecter des documents, superviser des rapports et rédiger des études historiques sur les opérations de la guerre récemment achevées. Le contraste avec le commandement d'une armée blindée en campagne était évident. Patton a perçu ce changement comme une dégradation masquée et n'a pas trop cherché à cacher son ressentiment. Dans ses commentaires privés, il considérait qu'il avait été écarté du centre des décisions précisément au moment où, selon lui, une analyse claire du nouvel équilibre des forces en Europe était la plus nécessaire. Ce nouvel équilibre, tel qu'il l'interprétait, était marqué surtout par le poids de l'Union soviétique sur le continent. Depuis 1943, il avait suivi attentivement la progression de l'armée rouge sur le front de l'Est, sa capacité à absorber des pertes massives et à réorganiser des offensives successives, ainsi que le déploiement final des forces soviétiques au cœur de l'Europe centrale. Maintenant, avec l'Allemagne vaincue et divisée en zones d'occupation, Patton voyait avec inquiétude que la frontière entre les troupes soviétiques et occidentales traversait le centre du continent et laissait sous contrôle communiste la Pologne, les pays baltes et une grande partie des Balkans. Dans cette situation, son respect professionnel pour les généraux allemands prenait une nouvelle dimension.
Ils n'étaient plus seulement d'anciens ennemis admirés pour leurs compétences, mais aussi des contrepoids potentiels au pouvoir soviétique. En Bavière, il avait eu l'occasion d'observer directement le comportement des troupes soviétiques dans les zones frontalières et de recevoir des rapports sur des pillages, des viols et des représailles. Pour lui, habitué à évaluer les armées selon leur discipline interne et leur traitement de la population civile, ces rapports confirmaient une image négative de l'armée rouge qu'il considérait comme une force brutale et peu contrôlée politiquement, mais soutenue par un État aux ambitions expansionnistes. En comparaison, la discipline et l'ordre de l'ancienne Wehrmacht lui apparaissaient, rétrospectivement, comme un moindre mal du point de vue de l'équilibre stratégique européen. Dans ses journaux et conversations de ces mois, Patton a exprimé l'idée que, après la défaite du Troisième Reich, le véritable problème n'était plus l'Allemagne, mais l'expansion soviétique. Il considérait que la politique de reddition inconditionnelle avait détruit complètement la structure militaire allemande juste au moment où elle aurait pu être utilisée comme barrière contre Moscou. Il affirmait que si une partie des forces allemandes avait été maintenue sous contrôle allié, elles auraient pu être employées pour contenir l'Union soviétique à l'Est. Dans cette logique, les mêmes généraux nazis qu'il avait admirés sur le champ de bataille devenaient, dans son imagination stratégique, de possibles alliés dans une guerre future qu'il considérait comme presque inévitable. Cette idée n'était pas partagée par la majorité de l'état-major ni par les autorités politiques des États-Unis. Pour Washington, la priorité immédiate était de stabiliser l'Europe, d'éviter l'effondrement économique et d'assurer la transition vers des régimes démocratiques dans la partie occidentale du continent. Le souvenir récent de l'agression allemande, la connaissance croissante des crimes du régime et la pression de l'opinion publique rendaient impensable tout discours sur le réarmement de l'Allemagne ou la réutilisation de ses généraux dans une hypothétique coalition militaire. Patton, en revanche, se situait dans un cadre mental plus proche des équilibres de pouvoir du XIXe siècle, où les anciens ennemis pouvaient devenir des alliés de convenance face à une menace plus grande. Dans ce cadre, il continuait à accorder une place privilégiée au professionnalisme militaire comme critère de jugement. Lorsqu'il comparait des officiers allemands à des commandants soviétiques, il mettait en avant la formation académique, la capacité de planification et la précision dans l'exécution des opérations. Il voyait chez des figures telles que les maréchaux et généraux allemands un niveau de culture militaire qu'à son avis, il ne retrouvait pas chez les commandants soviétiques, dont l'autorité dépendait davantage du soutien du parti que du mérite professionnel. Cette comparaison, même fondée sur une vision partielle et influencée par des préjugés idéologiques, renforçait son inclination à considérer les Allemands comme des partenaires potentiels dans une structure défensive occidentale. Dans ses commentaires sur l'avenir, Patton est allé jusqu'à suggérer que la guerre avec l'Union soviétique n'était qu'une question de temps et que lorsque ce moment arriverait, il serait une erreur de ne pas tenir compte de l'expérience de ceux qui avaient combattu pendant des années sur le front de l'Est. Il soutenait que les généraux allemands connaissaient mieux que quiconque le fonctionnement de l'armée rouge, sa doctrine, ses points forts et ses vulnérabilités. De son point de vue, se passer de cette connaissance pour des raisons purement politiques revenait à affaiblir inutilement la position occidentale. Ses réflexions s'appuyaient sur son ancienne admiration pour l'école militaire allemande, désormais projetée sur un scénario géopolitique dans lequel le nazisme avait été vaincu, mais où la compétition entre grandes puissances restait vive. Le problème était que Patton exprimait ses idées avec la même franchise et le même manque de filtre qu'il avait montré pendant la guerre. Dans ses conversations avec des journalistes, des officiers et des visiteurs, il laissait entrevoir sa conviction que les Soviétiques étaient des alliés occasionnels et de futurs adversaires, et que la politique de conciliation envers Moscou était une erreur. Dans ce contexte, certaines de ses phrases les plus commentées, dans lesquelles il laissait entendre que l'ennemi avait été vaincu à tort, ont été interprétées comme une délégitimation rétroactive de la lutte contre l'Allemagne et comme une manière de relativiser la menace nazie par rapport aux dangers communistes. Bien que Patton n'exprime aucune sympathie idéologique pour le nazisme, sa manière de poser les priorités stratégiques donnait l'impression de minimiser les responsabilités des commandants allemands. Cette insistance sur la menace soviétique s'associait à son expérience directe de l'occupation. En Bavière et dans d'autres régions du sud de l'Allemagne, il avait rencontré une population qui, malgré des années de propagande nazie, montrait maintenant de la peur face à une avancée soviétique vers l'ouest. Patton interpréta cette peur comme un facteur politique pouvant être exploité pour consolider une Allemagne anti-bolchevique au sein d'un bloc occidental.
Son respect pour les généraux de l'Ancien Reich, qu'il considérait comme les représentants d'une tradition conservatrice et anticommuniste, s'inscrivait dans ce projet implicite de faire de l'Allemagne un bastion contre Moscou, une fois éliminé l'appareil le plus compromis avec le régime nazi. Le contexte institutionnel dans lequel il évoluait, cependant, était très différent. Les conférences de Yalta et de Potsdam avaient établi des cadres de coopération entre les puissances alliées, du moins en apparence, et les structures d'occupation étaient organisées sur la base d'une gestion partagée de l'Allemagne. Les propositions implicites de Patton se heurtaient aux engagements diplomatiques récents et à la volonté d'éviter, au moins à court terme, une rupture ouverte avec Moscou. Son insistance à parler d'un futur conflit avec les soviétiques était donc non seulement controversée sur le plan moral, mais aussi inopportune du point de vue de la politique étrangère. Pendant sa brève période à la tête de la 15e armée, Patton alternait le travail routinier de révision des opérations avec des réunions, des discours et des déplacements dans la zone d'occupation. Dans tous ces domaines, sa vision du soldat professionnel comme figure presque autonome par rapport à la politique continuait de guider son comportement. Il continuait à distinguer le « mal absolu », représenté par des structures comme les SS et les services de sécurité du régime, et la figure du général allemand qui, selon son interprétation, avait tenté d'accomplir son travail militaire dans le cadre d'un État dictatorial. Cette distinction lui permettait de continuer à admirer les compétences tactiques et opérationnelles tout en reléguant au second plan la discussion sur la responsabilité morale de ses commandants dans la machine de guerre nazie. Le résultat fut une perception de plus en plus marquée d'un décalage entre Patton et la ligne officielle américaine. Alors qu'à Washington se consolidait un discours soulignant la nécessité de punir les crimes nazis, de réorganiser la société allemande sur des bases démocratiques et de maintenir, au moins publiquement, une certaine coopération avec l'Union soviétique, Patton parlait de réarmer l'Allemagne, d'utiliser ses généraux comme boucliers contre l'Est et de considérer le communisme comme la menace principale. Chapitre 5. Mort et controverses concernant sa position face au nazisme. Le 9 décembre 1945, Patton quitta son quartier général de Bad Nauheim pour effectuer une sortie de chasse près de Mannheim. Il voyageait à l'arrière d'une voiture de service aux côtés du général Hobart Gay avec un chauffeur au volant. À la périphérie de la ville, le véhicule entra en collision avec un camion militaire qui traversa soudainement la chaussée. L'impact ne fut pas spectaculaire sur le plan matériel, mais Patton, qui ne portait ni casque ni protection particulière, subit un violent choc à la tête ainsi qu'une fracture cervicale. Tandis que ses accompagnateurs ne furent que légèrement contusionnés, lui resta pratiquement paralysé du cou vers le bas. Après l'accident, il fut transporté à l'hôpital militaire de Heidelberg. On lui diagnostiqua une grave lésion de la colonne vertébrale avec une atteinte de la fonction respiratoire et une perte totale du contrôle des membres. Il resta hospitalisé pendant 12 jours, conscient de la gravité de son état. Il reçut la visite d'officiers, de membres de sa famille et du personnel médical. Mais les possibilités de rétablissement étaient minimes avec les moyens disponibles à l'époque. Le 21 décembre 1945, George S. Patton mourut des suites de complications liées à la lésion cervicale, mettant brusquement fin à la trajectoire de l'un des commandants les plus remarquables de la guerre et de l'une des figures les plus controversées de l'immédiate après-guerre. Sa dépouille fut inhumée au cimetière militaire américain de Ham, au Luxembourg, à une certaine distance de la majorité des tombes, dans une position soulignant symboliquement son rôle de commandant de la 3e armée dans la défense du pays lors de la bataille des Ardennes. À partir de ce moment, la construction de sa figure publique fut prise en charge par des mémoriaux, des biographies, des articles de presse et, plus tard, des productions cinématographiques. Contrairement à d'autres généraux, Patton avait laissé une abondante documentation personnelle. Journaux, lettres à son épouse, notes privées et déclarations recueillies par des journalistes. Ce matériau servirait de base à de longs débats sur son caractère, ses idées politiques et en particulier son admiration pour les généraux allemands. Dans les décennies qui suivirent sa mort, les premières biographies eurent tendance à mettre surtout en avant son génie opérationnel et son style de commandement. On soulignait son rôle dans la campagne de France, sa manœuvre dans les Ardennes et sa capacité à insuffler une agressivité offensive à ses troupes. Dans ce cadre, le respect de Patton envers le soldat et le commandement allemand apparaissait comme une forme de reconnaissance professionnelle. L'éloge de l'adversaire servant à mettre en valeur, par contraste, l'ampleur de ses propres victoires.
Les commentaires dans lesquels il qualifiait le soldat allemand de meilleur adversaire rencontré étaient cités comme preuve de son honnêteté intellectuelle et de son refus de sous-estimer l'ennemi vaincu. Avec le temps et l'accès à un plus grand nombre de documents, l'approche devint plus complexe. La publication de ses journaux et de ses papiers personnels révéla des opinions beaucoup moins nuancées sur les Allemands en général. On pouvait y lire, par exemple, son jugement selon lequel les Allemands sont les seuls gens décents d'Europe et que la dénazification détruisait le seul État semi-moderne du continent afin que la Russie puisse l'engloutir. On y trouvait également des références explicites à l'idée qu'il était stupide de se débarrasser des personnes les plus intelligentes d'Allemagne simplement parce qu'elles avaient appartenu au parti nazi, ainsi que la comparaison entre l'adhésion au NSDAP et l'appartenance au Parti démocrate ou républicain comme condition pratique pour occuper des fonctions aux États-Unis. Dans ce même corpus documentaire apparaissent des allusions, directes ou indirectes, à la phrase qui deviendrait célèbre dans des versions ultérieures « Nous avons combattu le mauvais ennemi ». L'attribution exacte de cette citation a fait l'objet de débats historiographiques, mais de nombreuses sources s'accordent à dire que, du moins en privé, Patton exprima l'idée que la principale menace stratégique n'était pas l'Allemagne vaincue, mais l'Union soviétique. Dans ce contexte, son respect pour les généraux allemands prenait une dimension plus polémique. Il ne s'agissait plus seulement d'une admiration professionnelle pour leur capacité tactique, mais aussi de la tentation de les envisager comme de possibles alliés dans une confrontation future avec le communisme. Les études ultérieures sur la dénazification et la politique d'occupation américaine en Allemagne ont replacé les positions de Patton dans un débat plus large. De nombreux officiers alliés partageaient les préoccupations concernant le manque de cadres administratifs non compromis par le nazisme et la nécessité de maintenir en fonctionnement un État dévasté. Toutefois, la majorité finit par accepter la logique d'une épuration partielle combinée à la création de nouvelles structures démocratiques. Patton, en revanche, resta plus proche d'une vision corporative de la société, dans laquelle la continuité des élites administratives et militaires se justifiait par leurs compétences techniques, même lorsqu'elles avaient servi un régime criminel. Cette différence d'approche explique une grande partie des tensions qui l'opposèrent à Eisenhower et aux autorités civiles américaines. À partir des années 1970, l'image publique de Patton connut un tournant décisif avec la sortie du film Patton, interprété par George C. Scott. Le film présentait un général charismatique, agressif, imprévisible et profondément convaincu de son destin historique. Sa relation avec les généraux allemands apparaissait avant tout comme un duel de talents militaires, notamment en Afrique et en Europe occidentale, sans aborder en profondeur la dimension politique de son admiration ni ses opinions dans l'après-guerre. Cette représentation contribua à consolider dans l'imaginaire populaire la figure du génie militaire controversé, tout en reléguant au second plan les implications morales et politiques de ses jugements sur l'ennemi. L'historiographie la plus récente a eu tendance à proposer une vision plus critique. D'une part, elle reconnaît la capacité opérationnelle de Patton et le fait que les commandants allemands eux-mêmes, lors des interrogatoires et dans leur mémoire, le considéraient comme l'un des adversaires les plus dangereux du front occidental. D'autre part, elle souligne que son admiration pour les généraux nazis s'inscrivait dans une culture militaire qui privilégiait la performance au combat au détriment de la réflexion éthique et qui tendait à séparer radicalement la profession des armes de la responsabilité politique. À la lumière des connaissances actuelles sur l'implication de la Wehrmacht dans les crimes de guerre et dans des politiques d'occupation brutale, cette séparation apparaît de plus en plus difficile à soutenir. D'autres études ont exploré les dimensions idéologiques de ses opinions. Elles ont mis en évidence son antisémitisme, visible dans des lettres et des notes concernant les survivants juifs dans les camps de personnes déplacées placés sous sa juridiction, ainsi que sa tendance à minimiser le caractère spécifique du nazisme en le comparant à des querelles partisanes aux États-Unis. Cette ligne d'analyse considère que son respect pour les généraux allemands ne peut être compris uniquement comme une admiration technique, mais qu'il est teinté de préjugés sociaux et d'une vision hiérarchique et autoritaire de l'ordre politique. George S. Patton a-t-il réellement dit « Nous avons combattu le mauvais ennemi » Cette citation exacte n'a jamais été retrouvée, mais il n'a jamais caché ses sentiments à l'égard du communisme.
Il causa de nombreux problèmes dans la période d'après-guerre en refusant de dénazifier de nombreux postes au sein des gouvernements locaux, ce qui irrita les Alliés, en particulier la Russie et la France. Il ne fit jamais confiance aux Soviétiques et l'on disait qu'il avait affirmé que la meilleure solution serait de réarmer immédiatement les Allemands afin de pouvoir, le moment venu, affronter les Russes. En tout cas, Patton disait à voix haute ce que beaucoup pensaient en privé, mais il le fit trop tôt. En 1947 à 1948, la majorité croyait déjà qu'un conflit avec les Soviétiques était inévitable. En 1945, lorsque Patton fut relevé de son commandement en raison de certains de ses commentaires, il y avait encore ceux qui pensaient que le monde d'après-guerre pourrait être relativement pacifique et qu'il y aurait une coopération entre l'Est et l'Ouest. Churchill lui-même, anticommuniste notoire, avait chargé ses planificateurs militaires d'élaborer des plans pour ce qui pourrait être une guerre contre les Soviétiques entre 1945 et 1946, et les résultats furent décourageants. L'opération Hunting Cable révéla que les Alliés occidentaux avaient peu d'espoir de maintenir une présence significative sur le continent, et encore moins de repousser les Soviétiques jusqu'en Russie. En outre, le plan prévoyait l'utilisation de plusieurs bombes atomiques qui n'existaient pas encore et reposaient largement sur la suprématie aérienne des États-Unis pour contrebalancer l'écrasante supériorité soviétique en infanterie et en chars. Pour approfondir encore, Patton était un antisémite virulent. Sa haine du communisme n'était pas seulement une critique de l'idéologie, mais visait également les Russes et les slaves en général, allant jusqu'à les qualifier de semi-asiatiques. Un terme qui, comme beaucoup le savent, était utilisé par les nazis pour désigner les Européens de l'Est et justifier leur vision selon laquelle ils étaient sous-humains. En fait, il fut même réprimandé par Eisenhower en raison des conditions déplorables des Juifs et d'autres prisonniers dans les camps de concentration nazis récemment libérés placés sous sa juridiction. Ci-dessous, quelques extraits. Patton sur la dénazification en Bavière. Selon nos règles, qui exigent la dénazification totale de l'Allemagne, nous devons éliminer tous ceux qui se sont jamais exprimés d'une manière ou d'une autre comme nazis ou qui ont payé des cotisations au parti. Il est tout à fait évident que quiconque était dans les affaires, quels que soient ses sentiments réels, devait dire qu'il était nazi et payer les cotisations. Les seuls jeunes qui n'étaient pas nazis sortaient des camps d'internement et étaient donc des juifs ou des communistes. Nous sommes certainement dans une position difficile pour obtenir des fonctionnaires publics. L'antisémitisme de Patton selon ses propres journaux. Le tollé contre moi n'est que le moyen par lequel les juifs et les communistes tentent, avec un certain succès, de mettre en œuvre un démembrement supplémentaire de l'Allemagne. Il y a une influence sémitique très évidente dans la presse. Ils essaient de faire deux choses. Premièrement, instaurer le communisme et deuxièmement, s'assurer que tous les hommes d'affaires d'ascendance allemande et d'origine non juive soient chassés de leurs emplois. Quelques commentaires sur Patton. À son discrédit, Patton réserva un mépris flagrant aux misérables survivants juifs des camps nazis, qui, selon lui, ne retrouvaient pas leur humanité aussi rapidement que d'autres groupes. Les Juifs, disait Patton, préféraient vivre dans la saleté et la misère, même si son armée leur avait fourni des installations sanitaires, des vêtements, des repas adéquats, etc. Dans son journal, il les compara à des animaux sous-humains et doutait qu'ils puissent jamais redevenir aptes à se réintégrer dans la société. En tout état de cause, pour revenir au thème principal, ces opinions, comme on l'a souligné, firent que Patton fut mal perçu dans son rôle d'après-guerre et, en tant que gouverneur militaire de la Bavière, il se retrouva rapidement en difficulté lorsque la perception selon laquelle le processus de dénazification sous son commandement était très déficient se matérialisa rapidement. Les journalistes ne tardèrent pas à l'assaillir de questions sur le maintien d'anciens fonctionnaires nazis à des postes administratifs. Une réponse plus intelligente, mettant en avant la nécessité pragmatique, aurait pu sauver la situation, mais il aggrava rapidement le problème par sa réponse, reprise, comme je m'en souviens, dans le biopic de 1970, qui comparait l'appartenance au parti nazi à celle des démocrates ou des républicains aux États-Unis. Bien entendu, il convient de souligner que rien de tout cela ne relevait d'un simple malentendu. Dans son journal, Patton fut assez explicite sur ce qu'il faisait et pensait lorsqu'il écrivit « Selon nos règles, qui exigent la dénazification totale de l'Allemagne, nous devons éliminer tous ceux qui se sont jamais exprimés d'une manière ou d'une autre comme nazis ou qui ont payé des cotisations au parti. »
il est tout à fait évident que quiconque était dans les affaires, quels que soient ses sentiments réels, devait dire qu'il était nazi et payer les cotisations. Les seuls jeunes qui n'étaient pas nazis sortaient des camps d'internement et étaient donc des juifs ou des communistes. Nous sommes certainement dans une position difficile pour obtenir des fonctionnaires publics. La presse, bien sûr, ne pouvait pas voir de tels écrits. Mais elle était malgré tout sur la bonne voie et l'attaqua davantage, et Eisenhower explosa contre son vieil ami George. Le résultat final fut que Patton fut relégué à un commandement fictif de la 15e armée, une formation quasiment inexistante pour les historiens militaires. En privé, les préjugés de Patton étaient évidents. Dans une autre lettre adressée à son épouse, se plaignant des problèmes qu'il avait lui-même provoqués, sa pensée devenait complètement conspirationniste.